Moi, c'est caporal détonateur. Ce qui m'a motivé à venir dans l'armée est que j'étais fier de voir des gens porter la tenue burkinabé et de combattre au nom du peuple burkinabé. Et aussi, je les admirais beaucoup. Ça m'a poussé à venir dans l'armée. Malgré que j'attendais qu'ils ont attaqué un tel lieu, ça ne m'a pas découragé à venir dans l'armée. Voilà. Et j'exhorte aussi à tout un chacun, quel que soit ton métier, de mener le combat à ta façon. Quel que soit que tu es vendeur ambulant, salarié privé, si tu sais que tu ne peux pas venir dans l'armée, motive-les, encourage-les et éviter les polémiques, de la propagande. Ça ne nous encourage pas. Au cas contraire, ça nous démoralise. Pourtant, un combattant démoralisé est un combattant en moins. Je voudrais aussi passer un message à mes frères et sœurs qui ont le même âge que moi. Même si vous n'allez pas venir, il ne faut pas voir quelqu'un qui veut venir dans l'armée, tu lui dis non, il ne faut pas aller. Parce que le militaire meurt vite, c'est faux. Si ton heure est arrivée, tu vas mourir. Dans le cas contraire, tu vas vivre 100 ans sans le savoir. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Bonsoir à tous et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au sommaire, le procès pour corruption et blanchiment de capitaux impliquant magistrats et agents de douane. Aussitôt ouvert hier à Coupélac, le procès en correctionnel a été renvoyé au 2 février prochain. Raison du renvoi et rappel des faits en début de journal. 66% de taux d'exécution pour un délai consommé de 65%. La cadence des travaux du pont de Héré-Dougou rassure le ministre de la Construction de la Patrie qui était sur le chantier. Et nous serons sur ses pas pour le constat. Nous feuilleterons dans AES Actualité le carnet de séjour de Bassolma Bazier et sa délégation au Niger. La délégation de la Commission nationale de l'AES a été reçue par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances du Niger. Principal sujet de l'audience, la matérialisation de l'esprit de la Confédération. Nous tirons nos confrères nigériens. Faso Academy, l'édition de la Renaissance sacre Rainatou Ouedraogo, la candidate du Kadiogo, a su séduire le jury par sa performance, tant dans la chanson imposée que par sa composition personnelle. L'ambiance de la grande finale dans quelques instants. Sport CAN Maroc 2025, le Nigeria termine sur le podium. Il vient de s'adjuger la 3e place face à l'Égypte. Les temps forts du match de classement en fin d'édition. Merci de nous recevoir chez vous. Par un communiqué sur nos antennes en novembre dernier, le CORAG mettait à nu des pratiques de corruption et de blanchiment de capitaux impliquant magistrats et agents de douane. En correctionnel, les mises en cause ont comparu hier à Coupéla. Aussitôt ouvert, le procès a été renvoyé au 2 février prochain. Raison du renvoi et rappel des faits avec Franck Ouedraogo et Lambert Soma. À l'ouverture de l'audience correctionnelle du tribunal de grande instance de Coupéla, ils étaient 10 prévenus à comparaître devant la juridiction. Parmi eux figurent des magistrats, avocats et des agents des douanes poursuivis pour des faits graves, notamment corruption d'agents publics, blanchiment de capitaux, divulgation de l'identité d'un témoin protégé, détention illégale d'armes à feu, acceptation de cadeaux indus et trafic d'influence. Dès l'entame des débats, les conseils des prévenus ont sollicité une suspension
d'audience afin de se concerter, une requête à laquelle le tribunal a fait droit. À la reprise, la défense a introduit une demande de renvoi invoquant la nécessité de disposer de plus de temps pour une meilleure analyse des dossiers, de la procédure et des charges retenues contre leurs clients. Le ministère public, représenté par le parquet, s'est associé à cette demande. La plupart des conseils présents n'ont pas pu avoir l'information à temps, qui a été programmée dans un délai assez rapide. Ayant reçu le dossier à notre niveau le 15, on était vraiment dans la limite des 2 semaines. Donc, lorsque nous avons programmé, les différentes parties n'ont pas pu au moins accéder au dossier pour mieux préparer la défense de leurs clients. Il y a aussi que le procureur, en tant que le représentant du peuple, on défend les intérêts de ce peuple. Et pour aussi défendre au mieux, il faut qu'on ait le temps pour pouvoir préparer le dossier. Donc c'est pourquoi de commun accord, vous avez remarqué aussi bien les avocats qui sont chargés de défendre les prévenus, que le parquet, on a tous demandé le renvoi pour pouvoir mieux préparer le dossier. Le tribunal a ainsi décidé de renvoyer l'affaire à une audience exceptionnelle prévue du 2 au 7 février prochain, toujours au tribunal de grande instance de Kupéla. Toutefois, si un consensus s'est dégagé sur le renvoi, une divergence majeure est apparue concernant les demandes de mise en liberté et de dégel des avoirs formulées par les conseils des prévenus. Le parquet s'y est formellement opposé, estimant qu'une telle mesure présenterait un risque de trouble à l'ordre public, mais aussi un risque de compromission de l'enquête judiciaire en cours. Dans son ordonnance, le tribunal a suivi l'argumentaire du ministère public et a rejeté les demandes de liberté provisoire ainsi que celles relatives au dégel des avoirs des prévenus. Je dois vous dire que nous avons été un peu déçus parce que l'article 321-15 dit que c'est au bout de 2 semaines qu'on doit présenter les prévenus. Ça n'a pas été fait. Et l'article 321-17 dit que si ils n'ont pas été présentés dans les délais, normalement, c'est la liberté tout court. Alors nous, on a demandé la liberté provisoire avec la qualité des magistrats et d'avocats et des douaniers. Le procureur lui-même dit qu'il n'y a aucune difficulté pour la garantie de représentation. Par contre, l'atteinte à l'ordre public, nous on ne voit pas en tout cas d'atteinte à l'ordre public. Mais nous reviendrons tranquillement, sereinement, le 2 février pour pouvoir en fait évoquer le dossier. Cette audience fait suite à la déclaration rendue publique le mardi 12 novembre 2025 par le Comité national d'orientation et de suivi de lutte contre la corruption et la fraude CORAG. Dans ce communiqué, l'organe dénonçait de graves pratiques illicites impliquant certains acteurs des services de douane et de la justice burkinabé. L'affaire reste donc pendante devant la justice dans l'attente de son examen au fond lors de la prochaine audience. De Kupéla, nous mettons le cap sur Bobo Dioulasso, Moami précisément. Une délégation gouvernementale y était pour prendre le pouls du chantier de réalisation de logements au profit de personnes déplacées internes et autres vulnérables. Un chantier de 50 logements qui affiche 60% de taux de réalisation sur les pas de la délégation gouvernementale et pour le compte de la RTB, Hassan Gourabou et Sayouba Mamboune. Quelques jours seulement après leur prise de fonction, le ministre en charge de la solidarité, celui de la construction de la patrie et le ministre secrétaire général du gouvernement sont ici à Moami, à une vingtaine de kilomètres de Bobo Dioulasso. Une sortie terrain pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de construction de 50 logements sociaux destinés aux personnes déplacées internes et aux familles autres vulnérables. Ce projet s'inscrit dans le cadre du projet 1000 logements, qui est une initiative du président du Faso, qui a appelé les Burkinabés à se mobiliser pour qu'on puisse offrir des logements décents aux personnes déplacées internes et aux populations vulnérables. L'un des défis majeurs pour notre ministère dans le cadre de la gestion des personnes déplacées internes reste la mise à disposition de logements décents. Le cadre est resté en phase avec ce projet et on a accompagné avec 12 villas d'un coût global de 60 millions. Et le cadre sera toujours disponible à accompagner toutes les belles initiatives présidentielles. Sur les chantiers, la délégation ministérielle visite les 29 logements déjà construits sur les 50 prévus. Elle visite également les différentes infrastructures, s'entretient avec les responsables techniques et recueille les explications sur le niveau d'exécution des travaux construits avec le concours du ministère de la Construction de la Patrie. Ces logements visent à offrir un cadre de vie digne et sécurisé aux bénéficiaires.
Notre rôle était un accompagnement technique dans la mobilisation, la sécurisation foncière, mais également dans l'appui conseil à l'élaboration des plans d'aménagement, des plans de logement, mais aussi dans l'appui conseil, l'assistance technique pour la réalisation. Notre nouvelle dimension nous impose naturellement de pouvoir poursuivre cette politique de production de logement de façon générale au profit des Burkinabés, mais aussi accompagner toutes ces initiatives, en tout cas de relogement des populations qui sont déplacées. À l'issue de la visite, la délégation ministérielle se dit satisfaite de l'avancée des travaux. Elle encourage les entreprises en charge du chantier à maintenir le rythme et à respecter les délais contractuels. Pour le gouvernement, ces infrastructures traduisent la volonté d'apporter des réponses concrètes à la crise humanitaire tout en renforçant la cohésion sociale entre PDI et population haute. Ces logements symbolisent l'engagement de l'État à bâtir une patrie solidaire, résiliente et tournée vers le développement durable. Lancé en mars 2025 pour un coût de plus de 3 milliards de francs CFA, les travaux du pont de Eredougou avancent également bien. Le constat a été fait hier par le ministre de la Construction de la Patrie, accompagné du ministre secrétaire général du gouvernement. En chiffres, les travaux sont à 66% de taux d'exécution pour un délai consommé de 65%. Constat avec Nongba Kouda et Moussaki. Pont de Eredougou sur la route nationale numéro 1, Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. En août 2024, nous sommes à 210 km de la capitale burkinabé. Un véritable calvaire pour les usagers de cette importante route qui relie la capitale politique à celle économique du pays. Des images qui contrastent aujourd'hui avec la réalité du terrain. Le pont de Eredougou est en plein chantier depuis février 2025. Un chantier choisi pour la première sortie du tout nouveau ministre de la Construction de la Patrie, accompagné du secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres. Nous sommes là pour constater l'état d'avancement des travaux. L'ouvrage qui est ici, que nous venons de visiter, donc c'est un pont à poutres d'une portée de 72 mètres avec 3 travées et d'une hauteur de 11 mètres et quelques. Donc l'état d'avancement que nous avons constaté est satisfaisant. Nous avons un délai consommé de 65% avec un taux d'exécution aussi d'environ 66%. Et donc nous, ce qui nous importe, c'est carrément le respect des délais. Et je pense que dans la présentation qui nous a été faite, ces délais seront respectés pour que définitivement nous puissions soulager les populations et qu'on ne vive plus, en tout cas, ce phénomène récurrent d'interruption de trafic au niveau de la RN1. La réalisation du nouvel ouvrage sur le pont de Eredougou coûte plus de 3 milliards de francs CFA. Mobilisés par le Fonds spécial routier, les travaux sont confiés à l'entreprise PFO Africa du Burkina Faso. Un nouveau pont avec 4 km de voies d'accès parallèle à l'ancien. L'objectif est de résoudre définitivement le problème de submersion du pont existant. L'entreprise déploie des machines et 150 ouvriers et techniciens avec. Le bureau de contrôle, quant à lui, est aussi à la tâche. Le gros travail au niveau de ce pont de Eredougou est actuellement la pose des poutres qui se passe devant les membres du gouvernement. Actuellement, le pont qui constitue l'ouvrage principal du projet, nous sommes à un peu plus de 80%. Voilà. Donc il reste, comme on a dit, à terminer la pose des poutres sur la dernière travée, au plus tard mardi, et nous allons attaquer le ferraillage et la pose des prédales. Donc comme annoncé tantôt, nous voulons justement qu'au plus tard le 15 février, le tablier soit coulé et nous allons concentrer nos efforts sur les voies d'accès. Actuellement, nous sommes sur la PST à plus de 90%. Nous ferons semaine prochaine la planche d'essai de la fondation et derrière, toutes les équipes, les tâches seront de façon continue jusqu'à fin avril. Notre objectif de la mission de contrôle CAEM, c'est d'abord assurer la qualité et la rapidité. C'est-à-dire la qualité des travaux, nous garantissons que la qualité y est. On a des résultats vraiment supérieurs à ce qu'on on espérait. Et en plus aussi de cela, et au côté avancement, on a fait une stratégie avec l'entreprise et l'administration en coordination pour ne pas avoir de blocage des travaux. On travaille à des heures vraiment qui dépassent par exemple à 3 heures du matin, 4 heures. Donc il n'y avait pas de stop. Avril 2026 est la date butoir pour permettre aux Burkinabés de traverser sans souci ce pont de Eredougou, avec également 3 ouvrages de décharge d'eau de pluie. Pour l'heure, la vigilance est de mise pour une bonne finition du chantier, martèle le ministre Mikailou Sidibé. Une délégation gouvernementale qui félicite et encourage aussi les techniciens
pour le travail patriotique abattu. Tout sur la loi de finances exercice 2026 au Burkina. Elle a été présentée hier aux acteurs du développement de la région du Kadiogo. Dans un contexte marqué par des défis sécuritaires et humanitaires, cette loi comporte de nombreuses réformes visant à optimiser la mobilisation des ressources internes. Ces réformes vont de l'élargissement de l'assiette fiscale au maintien des mesures incitatives en passant bien sûr par l'introduction de nouvelles contributions, nous dit Karim Dikenga. Une séance de présentation de la loi de finances 2026. Avec de nouvelles réformes, elle vise à renforcer la mobilisation des ressources internes. Ces nouvelles mesures sont présentées à cette rencontre par le cabinet Afrique juridique et fiscale. Elles portent sur le renforcement des obligations et l'élargissement de l'assiette fiscale. Parmi les mesures d'élargissement de l'assiette de l'impôt, on peut citer par exemple l'institution de la contribution pour la recherche et l'innovation, qui est une contribution qui a pour base d'imposition l'importation de certaines marchandises, comme par exemple les meubles et les articles de literie, ensuite les perruques et les mèches. En plus de cela, il y a par exemple l'institution de la taxe sur les armes et les munitions, et qui est fixée, cette taxe est autour de 40%, et qui permettra de lutter naturellement contre la prolifération des armes. La loi de finances 2026 prévoit aussi des mesures pour améliorer le rendement fiscal, notamment la réduction du délai de remboursement du crédit TVA, la hausse de certaines retenues à la source et le renforcement des sanctions. L'objectif est de rendre le système fiscal plus efficace et en phase avec le contexte national et international. Le contexte qui a conduit à l'adoption de cette loi, c'est toujours le contexte sécuritaire. Et c'est vrai que nos forces combattantes montent en puissance, mais toujours est-il que le combat se poursuit sur le terrain. Donc ça a beaucoup guidé nos travaux. Tout ce qui est contexte aussi international, on prend en compte dans le budget, dans l'élaboration du budget, notamment pour ce qui concerne un certain nombre de coûts et de certaines matières premières telles que l'or. 2026 voit le maintien des mesures de faveur fiscale pour soutenir les secteurs stratégiques, notamment les exonérations sur les intrants agricoles et un régime spécial pour les investissements stratégiques. Des allègements ciblés sont aussi accordés aux fournisseurs non établis au Burkina Faso pour les livraisons de produits pétroliers. Effort de paix et construction de la patrie, la diaspora burkinabé ne cesse de faire preuve d'engagement patriotique. Les derniers gestes nous viennent de la communauté burkinabé vivant dans la juridiction de Trivenito en Italie et celle de la juridiction de Nairobi. Ces deux communautés ont mobilisé respectivement plus de 3 millions de francs CFA comme contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo et plus de 4 millions au profit du fonds de soutien patriotique. Les quittances ont été remises au ministre de tutelle Karamogo Jean-Marie Traoré, en présence bien sûr de Franck Ouedraogo et Sonia Kokti. La communauté burkinabé vivant à Nairobi offre 4,6 millions de francs CFA au profit du fonds de soutien patriotique, tandis que celle de Trivenito en Italie contribue à hauteur de 3 millions de francs CFA pour l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ces gestes illustrent la solidarité et la fierté des Burkinabés vivant à l'étranger qui veulent participer au développement de leur pays. On peut dire aux autorités que nous sommes fiers de leur leadership et que nous ne faisons que mettre en œuvre les idées des autorités et tous les jours, en tout cas, je peux dire que nous agréons des bénéfices et vraiment on les souhaite longue vie et qu'ils restent constants sur leur leadership et que bientôt c'est l'amorce totale pour un développement du Burkina Faso. Nous étant à l'étranger, nous pensons aussi au pays. Parce qu'il faut que chaque Burkinabé, qu'il soit sur le territoire burkinabé ou hors du Burkina, pense à la constitution de sa nation. Et voilà pourquoi on a pensé à mobiliser cette somme et en passant le message partout. C'est la première phase. Et nous savons aussi que d'autres régions vont emboîter le pas et faire un peu plus que nous.
Et dans tous les cas, c'est le Faso qui gagne. Au nombre de 250, la communauté burkinabé de la juridiction de l'ambassade du Burkina à Nairobi a contribué depuis l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, les Seychelles, le Comore, le Kenya, la Tanzanie. Et pour les ressortissants de Trivenito, l'élan va se répéter. C'est un signal qui prouve que vous êtes au quotidien en liaison avec votre patrie et que ce qui se fait ici continue d'être source de motivation. Notre fierté est d'autant plus grande que la contribution de la diaspora est aussi allée en s'accroissant d'année en année. Et aujourd'hui, vous venez démontrer que vous continuez toujours à penser Faso et à agir Faso. Donc, au nom de l'ensemble des membres du gouvernement et tous mes collaborateurs, je voudrais encore vous renouveler ici notre fierté et notre gratitude. Grâce aux multiples élans de solidarité, le Burkina Faso continue de se construire jour après jour, porté par l'engagement de sa diaspora. En 2025, le Fonds de soutien patriotique a mobilisé plus de 220 milliards de francs CFA. Éveil des consciences et vulgarisation des idéaux de la révolution progressiste populaire, le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique fait également le geste de contribution à l'élan de développement endogène. Sa contribution à l'initiative présidentielle qui se chiffre à 10 tonnes de ciment a été remise ce matin. Pini Djenyanou. Le Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique RISA est sur le site de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Ici, il procède d'abord à la remise du ciment pour soutenir l'initiative. Là, le RISA et sa section universitaire sont en pleine fabrication de pavés. Premièrement, c'est la remise de 10 tonnes de ciment donc pour l'initiative Faso Mebo. Et le deuxième acte, nos membres aussi doivent rester sur le site pour prêter main forte au regard de la noblesse de la vision de Faso Mebo, au regard aussi du caractère patriotique de cette initiative-là. Je crois que tout citoyen patriote, digne donc du Burkina Faso, et surtout tout citoyen qui veut participer à la dynamique actuelle ne peut pas se mettre à l'écart. Voilà pourquoi le RISA a mobilisé ses membres. La révolution progressiste populaire a déjà fait ses preuves à travers plusieurs réalisations à l'intérieur du pays. Selon le RISA, ses membres lancent un appel à tous les patriotes à se départir des idées impérialistes pour soutenir la révolution progressiste populaire. Tout citoyen de bonne foi qui n'est pas habité par des idées impérialistes, qui se veut vraiment patriote, rien que de par donc, le concret de la RPP, cette révolution-là, devrait se laisser engager. La structure se positionne aussi comme gendarme dans la bataille de communication contre les apatrides, les valeurs locaux et les impérialistes. Les opérateurs économiques de la commune de Puitenga répondent également à l'appel de mobilisation générale pour l'embellissement et l'aménagement des villes et campagnes. À l'initiative présidentielle Faso Mebo des Koulsé, ils apportent 80 tonnes d'agrégats, du matériel et une enveloppe financière d'1 million de francs CFA. De Kaya, le reportage de Suleiman Sawadougou et Jacques Ouedraougou. Des opérateurs économiques de Puitenga sur le site de Faso Mebo de la commune de Kaya. Accompagnés par leur hôte du jour, les Noakanaba, ces natifs de la région de Nakambe ont apporté une contribution énorme de 80 tonnes de granit, des brouettes et une somme d'1 million de francs CFA pour le développement de la ville de Kaya dans la région de Koulsé. Le choix de la région de Koulsé pour poser un tel acte est un message fort envoyé à tous les citoyens burkinabés afin de prôner l'unité nationale sans distinction de frontières, d'ethnie et de race, plutôt main dans la main pour un développement endogène durable. Pour un développement endogène durable au Burkina Faso, nous devrions briser les barrières et aller partout où les besoins nous appellent. Raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui à Kaya pour apporter notre modeste contribution. Ce geste hautement symbolique honore non seulement les populations de la région de Koulsé, mais aussi et surtout renforce les liens d'amitié et de fraternité
entre les différentes communautés des deux régions, Koulsé et Nakambi. Au-delà des dons, ces opérateurs économiques de Puitenga, accompagnés par des notabilités coutumières de la province de Sandbontenga, ont mis la main à la pâte pour la confection des pavés, prouvant ainsi leur total engagement à soutenir toutes les initiatives présidentielles entreprises par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, pour le développement de notre chère patrie de Burkina Faso. À Ouagadougou, c'est l'association professionnelle des systèmes financiers du Burkina Faso qui a laissé parler son cœur au profit de Faso Mebo. Sa contribution se chiffre à 80 tonnes de sable, autant de tonnes de granit et 20 tonnes de ciment. Karim Dikenga. Ils sont des professionnels de la finance regroupés au sein de l'APSFD, l'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso. Ce matin, ils apportent leur contribution à l'initiative présidentielle Faso Mebo. Une contribution faite de ciment, de sable et de granit pour la construction et l'embellissement des villes. Nous sommes des véritables acteurs au développement. Nous faisons de l'inclusion financière, nous apportons aussi notre concours au développement de nos communautés. Donc, juste dire que les institutions de microfinance de Burkina Faso ne peuvent pas être en marche de cette dynamique de solidarité nationale. Non seulement, et les microfinances aussi démontrent à travers ce geste leur participation active à la construction de Burkina Faso. L'association professionnelle des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso traduit ainsi son soutien à la vision des plus hautes autorités et son engagement en faveur du développement national. Après remise, les donateurs appuient les équipes de Faso Mebo dans la fabrication et le ramassage des pavés. Cap sur Fada dans le Goulmou où l'initiative présidentielle Faso Mebo a enregistré la contribution de la coordination nationale du Front de la défense de la patrie, dont fait en marge d'une conférence publique organisée par la coordination. Elle a consacré son propos aux idéaux de la révolution progressiste populaire, notamment au concept de souveraineté, d'engagement citoyen et de résilience. Le point de tout ceci est avec Aruna Kabouri et Dahadi Banga. Cette conférence publique sur la révolution progressiste populaire est une initiative de la coordination nationale du Front de la défense pour la patrie FDP. Elle a pour objectif de renforcer les connaissances des citoyens de Goulmou sur les thématiques en lien avec la paix et la souveraineté nationale. La région de Goulmou traverse une situation vraiment sécuritaire où dans certaines zones nous ne pouvons plus traverser à cause du terrorisme. Voilà pourquoi nous avons communiqué dans ce sens en disant à la population de se départir des complots et des complicités internes et aussi d'être solidaire avec l'autorité militaire de la région afin de pouvoir finir le terrorisme. À cette conférence, les participants venus des 5 provinces de l'ancienne région de l'Est ont également bénéficié de communications sur le vivre ensemble et la cohésion sociale. Nous apprécions vivement cette activité qui a connu une forte participation des citoyens de Fada ainsi que des autorités administratives, religieuses et coutumières. Nous sommes confiants qu'à travers ce qu'on a appris ici, ensemble, nous allons conjuguer nos efforts afin que la région puisse sortir de la situation actuelle marquée par l'insécurité. Cette conférence m'a marqué beaucoup et ça m'a aussi donné un cri de cœur. Parce qu'on en a besoin d'accepter les uns et les autres et accepter aussi de collaborer avec chacun de nous pour que la paix devienne au Faso. À l'issue de la conférence, le Front de la défense pour la patrie section régionale a fait un don de 3 tonnes de ciment à Faso Mebo Fada. Et quelle pourrait être la contribution de la jeune fille à la promotion des idéaux de la révolution progressiste populaire? Sa contribution sous forme de force de proposition, d'initiative et d'action a été mise en exergue au cours d'une conférence publique à Thomas Sankara Institute, conférence marquant les 72 heures de la fille patriotique. Le point des échanges avec Pinidi Niano. La contribution de la jeune fille dans la révolution progressiste populaire. C'est le thème débattu à cette conférence publique. Organisée par les jeunes filles incubées du Thomas Sankara Institute, cette conférence montre à soi la volonté, l'engagement et la détermination de ces incubés à soutenir les autorités à bâtir un Burkina Faso plus juste, plus souverain et solidaire. À travers le Thomas Sankara Institute for Women, les alumni
de cet institut témoigne aujourd'hui de la capacité des jeunes filles à être des forces de proposition, d'initiative et d'action dans le respect des valeurs du patriotisme. La réussite de la révolution progressiste populaire est une affaire de tous. Et cette initiative, portée par les incubés du Thomas Sankara Institute, convainc les acteurs du mouvement citoyen Femine Inc. et autres partenaires à soutenir l'événement. Femine Inc. réaffirme son engagement à accompagner les jeunes filles et les femmes leaders à amplifier leur voix et à créer les conditions pour qu'elles occupent pleinement leur place dans la construction nationale. Nous avons la chance d'avoir un leader aujourd'hui charismatique qui n'a pas besoin de beaucoup parler, mais tout le monde comprend et tout le monde avance. Et c'est ça qui est notre objectif aujourd'hui, avancer avec la jeunesse, éclairer leur lanterne pour qu'ils puissent vraiment prendre des responsabilités plus tard, quand nous ne serons plus là. Le ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Emploi salue cette dynamique des jeunes filles. Il réaffirme son engagement à accompagner, soutenir et valoriser toute initiative qui renforce le leadership des jeunes filles. Nous avons constaté beaucoup de réformes. Des initiatives présidentielles ont été lancées. Des réformes sont toujours en cours. Et la jeune fille a un rôle capital à jouer pour accompagner cette dynamique afin que nous puissions faire de notre nation un pays vraiment prospère, un pays stable, un pays qui rayonne à travers tout le monde entier. Et on ne peut pas, en tout cas, bâtir cette nation-là sans la contribution de la jeunesse. Plusieurs activités sont au programme de ces 72 heures de la jeune fille patriote. Il y a par exemple la journée de don de sang, des panels sur la contribution de la jeune fille dans la révolution progressiste populaire et une incursion au mémorial Thomas Sankara. Forger une jeunesse disciplinée et attachée aux valeurs patriotiques, ambition derrière les programmes d'encadrement civique et patriotique des élèves en classe intermédiaire. S'inscrivant dans la dynamique de la refondation en cours au Burkina, ces programmes touchent toutes les régions du pays et ceux des régions des Bankou et du Sourou ont été lancés jeudi dernier. Plus de 27 000 élèves sont concernés par la première phase, nous disent Armel Sawadogo et Akani Pauline Bikaba. Ces parades au lycée municipal de Doudou donnent le top de départ de l'encadrement civique et patriotique des élèves des classes intermédiaires des régions de Bankou et de Sourou. Et pour cette première phase, ce sont 27 618 élèves issus de 55 établissements secondaires techniques et professionnels de ces deux régions qui vont bénéficier des enseignements sur le civisme, la discipline, l'ordre, la solidarité, le respect, entre autres. Pour les régions de Bankou et de Sourou, l'encadrement civique et patriotique va se dérouler en 3 phases de 6 semaines chacune. Cet engagement civique et patriotique est encadré, c'est les mardi soir, jeudi soir et samedi soir qui sont effectivement ciblés et les heures ont été dégagées. C'est de faire des élèves nouveaux, de leur doter d'une intelligence nouvelle dans la perspective du changement de paradigme. En rappel, c'est le 24 juin 2025 que le gouvernement a institué à travers un décret une immersion patriotique obligatoire au profit des élèves admis aux examens scolaires avec pour objectif d'inculquer et de consolider les valeurs fondamentales pour une jeunesse consciente et responsable. À Bobo Dioulasso, l'instant était ce vendredi aux invocations pour le retour de la paix au Burkina. La prière organisée à cet effet est voulue par la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne, section Oué, Drissa Traoré, Bourema Kane et Ali Traoré. Une prière de vendredi très particulière à la place Tchefoua Moro de Bobo Dioulasso. À l'initiative de la CNAVC, section Oué, des musulmans de la ville sont réunis en ce jour saint pour prier pour la paix et pour le capitaine Ibrahim Traoré afin qu'il puisse mener le bateau à bon port. À travers cette cérémonie de prière, la CNAVC et l'ensemble des musulmans ici présents ont exprimé une fois de plus leur soutien indéfectible à nos autorités, au FDS et à l'ensemble de la population burkinabé.
Et nous pouvons poursuivre encore en disant qu'à travers vraiment ce genre d'action, ça permet de renforcer la cohésion sociale, la tolérance et l'unité nationale. À travers lecture de Coran, zikr et bénédiction, les musulmans jouent ainsi leur partition dans la dynamique de reconquête du territoire national. L'imam du jour, dans son sermon, lui, n'a pas manqué de rappeler la nécessité d'unir les cœurs afin d'atteindre les objectifs. La prière, c'est tous les jours, le combat, c'est dans tous les domaines et la prière fait partie. Chacun à son niveau doit trouver des moyens pour prier, pour combattre, pour informer, pour sensibiliser pour ce pays. Nous n'avons pas d'autre pays, c'est le seul pays que nous avons, c'est les seules richesses et c'est nous qui allons le défendre. Toujours dans le cadre de la défense de ce pays, la CNAVC a réuni la veille les imams et les fidèles musulmans dans une mosquée au secteur 2 de la ville pour une lecture de Coran. Une lecture au cours de laquelle des prières ont été dites pour réduire à néant tous les ennemis de la nation. La promotion de la paix et du vivre ensemble au Burkina, champ d'action de l'Organisation catholique pour le développement et la solidarité au CADES. Elle a organisé pour la deuxième fois la journée des communautés dans la commune de Boussouma. Entre exposition des savoirs et savoir-faire, prestations artistiques, les appels étaient à la tolérance et à l'acceptation de l'autre. L'ambiance de la journée avec Jacques Draogo. Exposition des mets locaux, des objets ancestraux et des danses traditionnelles de plusieurs communautés ont ponctué la journée des communautés dans la commune de Boussouma. Une initiative de l'OCADES Kaya pour promouvoir le vivre ensemble et la cohésion sociale affectée par la double crise sécuritaire et humanitaire que connaît le Burkina Faso. Notre objectif, c'est de faire en sorte que toutes les communautés ici représentées et toutes les communautés qui n'ont pas pu s'exprimer puissent avoir un cadre d'expression de sorte à ce que nous puissions connaître les cultures, nous connaître mutuellement, nous respecter et promouvoir ensemble le bon vivre ensemble. La mobilisation du jour montre clairement que la cohésion sociale, bien qu'ayant été ébranlée, est de retour dans la commune de Boussouma. Une avancée significative à mettre à l'actif des initiatives pareilles au profit des communautés. Nous demandons à Dieu et aux ancêtres de nous assister davantage pour que, encore et encore, pendant des années, nous puissions le faire dans tout notre royaume. L'un des moments forts de cette journée des communautés, c'est aussi cette séance de défilé où les différentes communautés vivant à Boussouma ont exprimé leur savoir-faire à travers des démonstrations de danse du terroir et de la parenté à plaisanterie. Le petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré célèbre en cette année 2026 son jubilé d'eau, 100 ans au service de la formation holistique de plusieurs citoyens burkinabés célébrés à travers diverses activités. Le programme d'activité a été dévoilé au cours d'une conférence de presse suivie pour nous par Ali Zungrana. Le jubilé d'eau du petit séminaire Saint-François de Sales de Pabré connaîtra son apothéose le 24 janvier prochain. Et à l'affiche des grands événements, une messe solennelle de clôture et une projection du film documentaire du centenaire du petit séminaire de Pabré. À travers cette célébration, l'institution réaffirme son statut de pilier du patrimoine éducatif burkinabé. Dimanche, nous aurons deux événements, essentiellement la finale du tournoi sportif, le COQ, au petit séminaire de Pabré, à partir de 9h. À 16h, nous avons prévu un concert et une projection de films documentaires au ciné Royal. Après cela, nous nous donnerons rendez-vous le samedi 24 à 9h pour la messe solennelle de clôture du centenaire qui sera suivie par les agapes fraternelles et une grande kermesse. C'est sous les signes de la reconnaissance envers Dieu et de l'engagement collectif pour le rayonnement du petit séminaire de Pabré que le centenaire est célébré. Pour les conférenciers, l'année jubilaire qui s'achève est marquée par d'intenses activités spirituelles et concrètes sur fond de bilan positif. Une prière et un chant officiel du centenaire ont rythmé nos célébrations. Un film documentaire du centenaire a été réalisé afin d'immortaliser notre histoire unique. Des actions concrètes ont également marqué cette année, avec la rénovation en cours de tous les bâtiments vieux de 100 ans, ainsi que la réhabilitation des terrains de sport, l'installation de lampadaires
Toutes ces réalisations trouvent leur point d'orgue dans les célébrations de clôture que nous vous annonçons aujourd'hui. Première institution pionnière de l'enseignement secondaire au Burkina Faso, le petit séminaire de Pabré se veut ambitieux. Fidèles chrétiens, personnes de bonne volonté, anciens séminaristes et amis du séminaire sont tous invités à marquer d'une pierre blanche la date du 24 janvier afin de vivre un moment historique. Du matériel pour donner un coup de pouce à l'offensive agropastorale et halieutique en cours au Burkina, le gestionnaire de l'ONG APIL, à travers son projet de résilience intégrée des territoires autochtones, RITA, elle a remis du matériel de production aux populations de Zitenga dans la région de Oubri, du matériel de pisciculture, d'apiculture et de maraîchage, remis après la formation des bénéficiaires. Le point avec Jean-Eudes Bayala et Sayouba Souri. Des ruches, un tricycle, des arrosoirs, des pioches, du ciment, des mangeoires, bref, des équipements et du matériel agro-silvopastoral au profit de la population de Oubri. Cette remise de matériel est rendue possible grâce au projet Résilience intégrée des territoires autochtones mis en œuvre par l'ONG APIL. C'est un projet pilote de 6 mois qui était financé par une ONG allemande qui s'appelle Diakonie Katastrophe Elf, alors qui est basé en Allemagne et qui nous a soutenu avec 65 millions de francs CFA pour justement travailler à identifier ces besoins concrets de communauté et pouvoir les formations et acheter les équipements et pouvoir faire un accompagnement de qualité. 5 villages de Zitenga dans la province de Bassi-Tenga bénéficient de cet accompagnement de l'ONG APIL. L'apport en équipement est précédé d'une phase de formation des bénéficiaires. Le matériel que nous avons reçu ce matin va permettre d'améliorer nos conditions de vie et développer nos localités. Nous remercions le projet APIL et ses partenaires. Pour le représentant du gouverneur de la région de Oubri, les équipements remis répondent aux besoins de l'offensive agro-pastorale et halieutique. Le message que j'ai à l'endroit des bénéficiaires, c'est que de faire bon usage de ce matériel. Et je vais inviter encore l'ONG APIL à aller dans ce sens parce qu'aujourd'hui la vision du camarade président, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est que nous ayons une sécurité alimentaire vraiment de taille. L'ONG APIL œuvre dans le domaine de l'autonomisation des populations paysannes, la résilience face au changement climatique et le développement local. Ces domaines d'intervention sont entre autres l'agriculture, l'élevage, l'apiculture, la formation et le renforcement des capacités des jeunes et femmes. Feuilleton pour ouvrir cette page, le carnet de séjour de Bassolma basé sa délégation Niger. La délégation de la Commission nationale de l'AES a été reçue par le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances. Principal sujet de l'audience, la matérialisation de l'esprit de la Confédération, nous disent Nadia Mahaman et Mahamoudou Adamou. Au cours de cette rencontre entre le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen, et la délégation de la Commission nationale de la Confédération des États du Sahel du Burkina, conduite par son président Bassolma Bazié, il était question de rendre compte des chantiers auxquels le mandat burkinabé de la présidence de la Confédération compte s'attaquer pour que la sécurité, la solidarité, la cohésion et l'unité règnent au sein de l'espace confédéral. La mise en œuvre de la feuille de route, c'est l'aborder de sorte que les populations puissent se sentir conformément à la devise qui dit un espace, un peuple, un destin. Ça veut dire qu'il y a des chantiers qu'on va aborder très rapidement. Premièrement, les questions de tracasserie au niveau des frontières, il faut que ça s'arrête. Le deuxième niveau, c'est la question des déplacements des responsables dans l'espace. Il y a des questions sécuritaires, on ne va pas continuer de laisser apprendre tout type d'appareil de vol, on ne sait pas ce qui peut se passer. Nous avons les capacités nécessaires de mettre en commun nos efforts pour faire une compagnie aérienne au niveau de l'AES. Et le troisième exemple, et le dernier que je prends, c'est la question par exemple de l'eau. On a la possibilité de faire des forages dans l'espace aérien pour permettre aux populations d'avoir de l'eau potable.
comme également l'autosuffisance alimentaire. Il y a des hectares qu'on peut en tout cas aménager au niveau confédéral pour faire la production agricole afin que les populations puissent être sécurisées au plan alimentaire. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre de la Défense nationale, le général d'armée Salif Moudi, du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de division Mohamed Toumba, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Nigériens à l'extérieur, Bakariaou Sangaré, et de l'ambassadeur Adani Illo, président du comité national chargé de l'opérationnalisation de la Confédération AES du Niger. Audience également au Mali, c'est le chef du gouvernement qui a reçu le représentant résident de l'UNICEF. En fin de mission, Pierre Ngom est allé faire ses adieux au Premier ministre et traduit sa reconnaissance au peuple malien pour l'accueil et l'hospitalité durant sa mission. Occasion pour les deux personnalités d'échanger sur des projets de protection de l'enfance. Écoutons l'hôte du jour au micro de Mamari Koné et Aliou Touré. Nous avons eu le privilège d'avoir une audience avec son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'objectif de cette audience était d'abord de lui souhaiter nos meilleurs vœux, les meilleurs vœux de l'UNICEF, de bonne santé, mais aussi de lui dire au revoir parce que je suis en fin de mission. Nous avons aussi eu l'occasion de magnifier la collaboration entre l'UNICEF et le gouvernement du Mali, dont il est le Premier ministre. Nous avons aussi parlé de certains programmes, comme le programme Commune Amis des enfants, qui est une collaboration entre le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est un programme qui est financé en grande partie par le gouvernement du Mali. Aujourd'hui, la coopération se porte à merveille, je dois dire. Nous sommes en train de développer un nouveau programme de coopération pour 2027 à 2031. Faso Academy, l'édition de la Renaissance a connu son apothéose hier. Elle a du reste sacré Rainatou Ouedraogo. La candidate du Kadiogo a su séduire le jury par sa performance, tant dans la chanson imposée que par sa composition personnelle. L'ambiance de la finale avec Issoufou Kabouré et Romial Patristoui. Rainatou Ouedraogo est la grande championne de l'édition 2025 de la télé-réalité Faso Academy. Elle s'arrache ainsi le trophée, un chèque de 1 million de francs CFA, une moto, un poste téléviseur, un réfrigérateur et plusieurs autres gadgets. Soulagement et puis un gros sentiment de joie aussi, même si mes camarades n'ont pas démérité. Je suis très contente parce que c'était une aventure remplie, riche en émotions, en expériences. On a perdu Sankara, on a perdu Lumumba, on a perdu Kadhafi, Laurent Gbagbo, on a Simiko Ita, on a... Jason Bado, quant à lui, est classé 2e, Angelo Kabouri 3e, Julia Baki répare avec le prix du public et occupe la 4e place. La 5e place est enfin occupée par Sita Konati. La télé-réalité du groupe média leader, la RTB, est un cadre d'excellence pour célébrer la musique dans toute sa splendeur. Monsieur le ministre, contre vents et marées, la dynamique équipe de production de l'émission Faso Academy a effectivement sillonné toutes les régions de notre pays. Mieux, vous êtes personnellement impliqué pour faciliter le déploiement de nos équipes dans certaines localités. Et le résultat, nous l'avons vu sur les antennes de la RTB. Nous l'avons vu et c'était cette forte mobilisation populaire dans toutes les régions où le public a vécu des instants de joie. Faso Academy est une preuve patente que le Burkina Faso regorge de talent et que notre jeunesse est prête à écrire les plus belles pages de notre avenir commun. Elle est la preuve que le Burkina Faso reste debout, créatif et uni.
C'est pourquoi, au nom du gouvernement, je voudrais ici réaffirmer notre engagement à soutenir les brillantes initiatives concourant à la promotion de la culture, la créativité et l'expression artistique. Pour cette édition 2025, ce sont environ 300 candidats issus des 17 régions du pays qui ont été sélectionnés lors du casting initial en août 2025. Une édition qui a tenu toutes ses promesses. Au regard de la situation nationale, nous avons voulu en tout cas que tous les jeunes burkinabés, où qu'ils se trouvent, puissent effectivement goûter à cette compétition-là, puissent avoir la chance de participer à cette compétition-là. C'est pour ça que nous avons relancé Faso Academy, c'est pour ça que nous avons tenu à aller partout, et c'est pour ça d'ailleurs que nous avons traîné jusqu'en 2026 pour faire la finale, et nous sommes véritablement satisfaits ce soir pour avoir réussi en tout cas ce challenge. Les lampions de FAC 2025 s'éteignent ainsi dans une ambiance électrique. Mais c'est surtout une histoire artistique passionnante qui s'ouvre pour ces 5 étoiles. D'une soirée de récompense à une autre, nous découvrons les 12 personnalités de l'année 2025. Elles ont été célébrées le 9 janvier dernier au cours d'une soirée riche en lumière et en son. L'ambiance avec Pini Dzignano. L'artiste Rayman est la personnalité culturelle de l'année 2025. L'annonce est faite ici, au cours de cette soirée des 12 personnalités culturelles de l'année 12 PCA. Il reçoit son trophée des mains des organisateurs. Le meilleur festival de l'année revient à l'artiste Floby. Les 12 PCA récompensent différentes catégories d'acteurs culturels. Le prix du meilleur maître de cérémonie revient à Marco Faso. Ce soir, je voudrais rendre grâce à Dieu et surtout remercier tous les pères, tous mes pères et tous les acteurs culturels du Burkina Faso. Ça fait plusieurs années, tout le monde le sait dans la culture, que je suis nominé dans cette catégorie de maître de cérémonie. Et ça n'a pas été mes années, les années antérieures. Mais je n'ai pas abandonné. J'ai continué de travailler, j'ai continué de redoubler d'efforts. Et grâce à Dieu, pour cette année, encore nominé dans la même catégorie de maître de cérémonie, je remporte le trophée. L'organisation des 12 personnalités culturelles de l'année vise à stimuler une saine concurrence entre les artistes burkinabés. Nous avons cette année essayé d'élargir un peu plus, n'est-ce pas, nos nominés, notamment nos lauréats, à travers justement les différentes provinces en dehors des grandes métropoles. Donc le message que je voulais apporter à l'ensemble des acteurs culturels, c'est de continuer à valoriser, n'est-ce pas, le patrimoine culturel burkinabé. Les 12 PCA apportent une plus-value à la culture burkinabé. Et nous voyons que cette année, la plus-value a été l'ouverture de 1747, c'est-à-dire aux 17 régions et aux 47 provinces. Cela veut dire qu'il y a des acteurs culturels, il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans le secteur de la culture, dans les différentes filières qui sont dans nos provinces et dans nos régions, et c'est bien que ces talents soient révélés. Cette 14e édition est placée sous le thème 1747, qui signifie 17 régions et 47 provinces du Burkina Faso, tout en mettant en lumière les talents artistiques. L'organisation vise à semer la graine de la cohésion sociale entre les acteurs culturels et les artistes. Sport CAN Maroc 2025, le Nigeria termine sur le podium. Au tir au but, il s'est adjugé la 3e place face à l'Égypte. Les temps forts du match de classement avec Mahamadi Wena. Stanley Bobo Nouabali porte le Nigeria et permet aux Super Eagles de rester invaincus dans le match de la 3e place. Grâce à ces 2 arrêts sur les tirs au but de Mohamed Salah et de Omar Marmouche, le gardien de but nigérien perpétue une tradition. À 9 reprises, le Nigeria termine sur le podium en étant recalé en demi-finale. Et cette petite finale, Nigeria contre l'Égypte, c'est un match à 10 trophées de CAN entre l'Égypte, 7 fois vainqueur, et le Nigeria, triple vainqueur du tournoi. Il y avait justement cet enjeu. Les 2 sélections partagent un record de 17 demi-finales et l'Égypte voulait mettre fin à l'invincibilité du Nigeria dans le match de la 3e place. Et à l'entame, le jeu se fait au petit trot avec des pharaons plus offensifs au fil de la rencontre. Second poteau pour une tête. Ah, c'est bien. Ouais, il centre. Dans le pas de pénalty vers la tête de parade. Mais à la 36e minute, le Nigeria ouvre le score par Accord Adams. Pour les Super Eagles.
Un but refusé pour un coup de coude d'épaule au Nuachou sur le défenseur égyptien. Les sapeurs Eagles se réveillent surtout en seconde période avec les entrées en jeu de Lukman Ademola et de Iwobi. Le Nigeria exerce une pression continue sur la défense égyptienne, mais aucun but ne sera marqué dans le temps réglementaire. La science des tirs au but est à l'avantage des sapeurs Eagles qui réussissent 4 tirs contre 2 pour les Pharaons. Le Nigeria monte sur la dernière marche du podium pour la 9e fois en 9 tentatives. Un record. Nous l'annoncions hier, le monde du sport burkinabé pleure un grand nom, une légende du ring, Dramane Nabaloum Di Boum Boum. Décédé le 15 janvier dernier, le triple champion d'Afrique et triple champion du monde a été conduit ce jour à sa dernière demeure. Franco Draogo et Alex Zagré pour l'ultime hommage. Ici repose désormais Nabaloum Dramane Di Boum Boum. C'est illustre boxeur burkinabé qui a donné à la discipline toute sa noblesse et sa renommée. Ce samedi matin, au domicile familial, amis, connaissances et autorités administratives s'apprêtent à lui rendre un dernier hommage. Après la levée du corps, le cortège funèbre s'ébranle en direction du cimetière de Taptenga. Nous retenons de toi ton amour pour le travail bien fait, ta disponibilité et ton humour constant. Nous naissons quand les autres, notre environnement, rit. Nous mourons quand notre environnement, nos frères, nos amis, nos parents pleurent. Mais rappelons-nous que nous sommes des croyants et en croyant, nous devons accepter que s'accomplisse la volonté du Très-Haut. Tous partagent la peine de la famille du feu Nabaloum. Les témoignages chargés d'émotion rappellent le parcours exceptionnel d'un homme qui a marqué l'histoire de la boxe burkinabé. Pour moi, ce n'était pas seulement un boxeur, c'était mon fils. On se voyait régulièrement. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a une semaine à l'hôpital. Quand j'ai vu Boum Boum, j'avoue que descendre les escaliers pour moi, c'était difficile. Il a tout fait pour sourire, malgré la douleur. Mais on ne peut rien contre la volonté de Dieu. C'est vrai qu'il n'est plus avec nous, mais il nous a laissé une bonne image. Une image qui va nous permettre encore de les garder dans nos mémoires pour longtemps. Non seulement la jeunesse et tout le public sportif burkinabé. Désormais, notre travail, ça sera de faire en sorte que, à travers nos initiatives, on puisse sentir qu'il n'a pas vécu inutile. Un champion ne meurt pas. Nabaloum Dramane Boum Boum n'est pas mort tant que son héritage va vivre. Je me rappelle très bien, à chaque fois il me dit, hey, il m'appelait cousin, que hey, cousin, et c'est bagarre, il faut aller, et il ne faut pas laisser, il faut combattre pour quelque chose. Donc à chaque fois, quand je le vois, quand je finis le rang, je le regarde, il me montre souvent des trucs, ceux qui le suivent très bien, ils savent de quoi je parle. Dramane Nabaloum, c'était la fierté de la famille Nabaloum et par ricochet de tout le Burkina, puisqu'il a amené le Burkina sur le plan sportif assez loin. Et le nom Boum Boum résonne dans presque tous les rings quand il y a un match. Nabaloum Dramane Di Boum Boum est né le 18 novembre 1967 à Treichville, en République de Côte d'Ivoire. 3 fois champion d'Afrique et 3 fois champion international dans sa catégorie. Dramane intègre la fonction publique le 1er septembre 1995 en tant que chauffeur mécanicien. Il est admis à la retraite après avoir passé 27 ans, 2 mois et 17 jours au ministère en charge des sports. Voilà, repos éternel aux champions. Voilà qui referme ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi. Bon week-end en compagnie de nos programmes. Bonsoir. Moi, c'est Caporal Détonateur.
Ce qui m'a motivé à venir dans l'armée est que j'étais fier de voir des gens porter la tenue burkinabé et de combattre au nom du peuple burkinabé. Et aussi, je les admirais beaucoup. Ça m'a poussé à venir dans l'armée. Malgré que j'attendais qu'ils ont attaqué un tel lieu, ça ne m'a pas découragé à venir dans l'armée. Voilà. Et j'exhorte aussi à tout un chacun, quel que soit ton métier, de mener le combat à ta façon. Quel qu'en soit que tu es vendeur ambulant, salarié privé, si tu sais que tu ne peux pas venir dans l'armée, motive-les, encourage-les et éviter les polémiques, de la propagande. Ça ne nous encourage pas. Au cas contraire, ça nous démoralise. Or, pourtant, un combattant démoralisé est un combattant en moins. Je voudrais aussi passer un message à mes frères et sœurs qui ont le même âge que moi. Même si vous n'allez pas venir, il ne faut pas voir quelqu'un qui veut venir dans l'armée, tu lui dis non, il ne faut pas aller. Parce que le militaire meurt vite, c'est faux. Si ton heure est arrivée, tu vas mourir. Dans le cas contraire, tu vas vivre 100 ans sans le savoir. La patrie ou la mort, nous vaincrons.